Bienvenue sur LCP et ravi de vous retrouver au cœur de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, une proposition de loi pour durcir la justice des mineurs. À l'origine de ce texte, il y a Gabriel Attal. L'ex-premier ministre estime qu'un jeune de 2025, ce n'est pas un jeune de 1945, dit-il en pointant l'ultraviolence de certains faits commis par des gens parfois très jeunes, des faits qui ont marqué l'actualité récente. Il a donc déposé une proposition de loi pour permettre dans certains cas une comparution immédiate des mineurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ou encore l'atténuation de l'excuse de minorité. C'est son collègue du camp présidentiel, le député du Tarn, Jean Terlier, qui a repris le dossier. La séance est ouverte, la parole est au rapporteur. Je tiens à titre liminaire à remercier notre président Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République, qui a une nouvelle fois accepté de me prêter sa confiance en me confiant le rapport de ce texte. Cette proposition de loi entend relever un défi majeur auquel doit faire face notre pays. Apporter une réponse pénale à la hauteur des enjeux sécuritaires posés par des mineurs délinquants qui commettent des faits de plus en plus graves. Apporter une réponse pénale à la hauteur des enjeux, cela signifie concrètement une justice plus réactive et plus sévère pour les mineurs violents ancrés dans la délinquance. C'est ce que prévoit cette proposition de loi, avec notamment la possibilité d'une audience unique en comparution immédiate et l'assouplissement de l'excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans ayant commis des faits particulièrement graves. Le renforcement de cet arsenal pénal est une exigence forte de nos concitoyens qui sont confrontés dans leur quotidien à des délinquants toujours plus jeunes qui commettent des faits toujours plus graves. Ce réarmement doit s'opérer cependant dans le respect de la justice pénale des mineurs. Moi qui étais rapporteur du projet de loi ayant donné naissance en 2021 au Code de justice pénale des mineurs, le respect de cet équilibre entre efficacité de la réponse pénale d'une part et préservation des droits fondamentaux des mineurs d'autre part a été ma boussole tout au long de ces travaux parlementaires. À l'issue des dits travaux, je peux vous le certifier, mes chers collègues, aucun des grands principes de la justice pénale des mineurs n'est remis en cause par ce texte. Si le renforcement de la justice pénale des mineurs opéré par le texte est nécessaire, il n'est pas suffisant. L'implication de la famille du mineur est également essentielle pour sortir celui-ci de sa trajectoire délinquante. C'est la raison pour laquelle j'ai été particulièrement attentif, lors des travaux parlementaires, à préserver les dispositions qui responsabilisent les parents des mineurs délinquants. Et face aux caricatures, mes chers collègues, je tiens ici à rappeler à nouveau que ce texte ne sanctionne pas les parents de bonne foi, ceux qui sont dépassés par leurs enfants, mais les parents démissionnaires. Ceux qui se désintéressent sciemment du sort de leurs enfants, ceux qui par exemple ne viennent pas aux audiences du juge des enfants qui concernent leur enfant, ou encore ceux qui laissent sortir leur enfant mineur un soir d'émeute. Le texte issu de notre accord avec le Sénat respecte ces orientations qui étaient au cœur de la proposition de loi. Il renforce notre dispositif pénal tout en respectant la spécificité de la justice pénale des mineurs et responsabilise les parents défaillants. Sans viser à l'exhaustivité, je souhaiterais vous présenter brièvement certaines des dispositions au cœur de cette proposition de loi et les modifications qui ont été apportées lors de nos travaux en CMP. À l'article 1er tout d'abord, nous avons maintenu la nouvelle circonstance aggravante du délit de soustraction et redéfini les contours de ces délits de manière à mieux responsabiliser les parents de mineurs délinquants. Nous avons renforcé la solidité juridique de la nouvelle procédure d'audience unique en comparution immédiate prévue à l'article 4 en le réservant aux seuls mineurs âgés de 16 ans au moins. Ce seuil d'âge, en discussion avec le Sénat, me paraît équilibré et correspond à l'esprit de cette procédure qui a vocation à être réservée aux mineurs déjà connus de la justice afin de mettre un coup d'arrêt à leur parcours de délinquants. Cette procédure permettra de rendre une décision judiciaire dans un temps proche des faits commis au service d'une justice plus réactive et donc plus efficace pour des mineurs qui sont bien souvent ancrés dans le seul présent. L'article 5 a été remanié pour renforcer le caractère opérationnel de l'assouplissement des règles relatives à l'atténuation des peines pour les mineurs. Cet assouplissement ne s'applique qu'aux mineurs d'au moins 16 ans qui commettent des crimes ou des délits graves en état de récidive légale. Ces dispositions sont essentielles et portent un message fort en permettant d'adapter réellement la peine prononcée à la gravité des faits commis. Ce dispositif, je le rappelle, laisse la main au magistrat en toutes circonstances, qui pourra toujours décider de faire application de l'atténuation des peines quand il l'estime nécessaire. Enfin, sur les articles 10 bis et suivants, introduits en séance par le Sénat, sont des évolutions qui sont les bienvenues et qui complètent utilement cette proposition de loi.
Ces articles visent notamment à renforcer les obligations au titre d'une mesure éducative judiciaire provisoire et à mieux sanctionner leur violation par le mineur. Il facilite également la mise en œuvre de mesures de couvre-feu pour les mineurs, tout en encadrant leur application. Vous le voyez, mes chers collègues, les dispositifs de ce texte que nous présentons sont des mesures concrètes, crédibles, qui sont de nature à apporter une réponse efficace aux enjeux de la délinquance des mineurs. Vous connaissez maintenant, mes chers collègues, l'adage « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on apprend à te la faire respecter ». Alors, mes chers collègues, je vous invite à voter ce texte pour que cet adage entre dans notre droit positif. Je vous remercie. Alors à gauche de l'hémicycle, on est résolument contre ce texte. Les députés insoumis, communistes, écologistes, socialistes dénoncent une proposition de loi qui va à l'encontre des principes fondateurs de la justice des mineurs fixés par l'ordonnance de 1945. En début de séance, avant la discussion générale du texte, les insoumis ont déposé une motion pour rejeter le texte. Nous votons aujourd'hui un énième texte initialement très répressif et qui a été durci tout au long de son chemin législatif. La particularité de cette PPL est qu'elle concerne les enfants de notre pays, faisant atteindre à ses rédacteurs et inspirateurs un niveau de cynisme rarement égalé. 3 ans seulement après la grande réforme du Code de la justice pénale des mineurs, qui avait déjà extrêmement durci le droit pénal applicable aux mineurs tel qu'il ressortait de l'ordonnance de 1945, vous remettez une pièce dans la machine répressive sans même disposer d'un rapport d'impact de la dernière réforme en la matière. Est à l'œuvre aujourd'hui la dégradation à une vitesse effarante de ce qui faisait autrefois la spécialité de la justice des mineurs. Une spécialité indispensable pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'enfants en difficulté que vous voulez toujours plus briser sur l'autel de votre obsession punitive. Nous nous apprêtons donc à voter un texte qui répond ostensiblement à un agenda politique et non à un besoin. Un texte contre-productif à l'égard de ceux dont nous devons plus que tout défendre l'intérêt supérieur, comme l'ont rappelé l'immense majorité des professionnels que nous avons auditionnés et qui nous ont sollicités et alertés depuis le début de l'examen de ce texte. Les nouvelles dispositions prévues par le Code de la justice pénale des mineurs de 2021 sapaient déjà les principes fondamentaux d'une justice spécialisée pour les mineurs, mais cette proposition de loi, qui vise à rapprocher le traitement pénal des mineurs de celui des majeurs, va encore plus loin. Sans grande surprise, cette proposition de loi reprend en partie les éléments annoncés par Gabriel Attal quand il était encore Premier ministre. Accélération de la pénalisation des mineurs par la comparution immédiate, responsabilité pénale des parents pour des faits reprochés à leurs enfants et fin de l'atténuation de responsabilité en cas de récidive. Malheureusement, la version du texte que nous nous apprêtons à voter va encore plus loin que sa version initiale. Nous déplorons que la version de ce texte, aggravée par le Sénat, ait été retenue à l'issue de la CMP, instaurant l'extension du recours à l'audience unique, la rétention d'enfants dans des commissariats ou locaux de police en vue d'un transfert en centre éducatif fermé en cas de suspicion de non-respect d'une mesure éducative, ou encore l'assignation à résidence ou bracelet électronique dès l'âge de 13 ans. Comme le souligne le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers, ces dispositifs ne garantissent pas davantage de sécurité, les mineurs n'étant à l'origine que de 14% des actes délictuels constatés. Décliner la réponse pénale faite aux mineurs sur celle des majeurs est un non-sens juridique, pédagogique, scientifique et sociologique. Cette vision autoritaire et paternaliste est déconnectée des réalités sociales qui entourent la délinquance des mineurs. Plus de la moitié de ces enfants, pris en charge pénalement, ont fait l'objet d'un suivi au titre de l'enfance en danger. Donc, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes structurels participant de la délinquance des enfants, précarité, maltraitance, déscolarisation, souffrance familiale, cette proposition de loi préfère incriminer des parents soi-disant défaillants et aggraver les sanctions contre des enfants qui, souvent les premières victimes de leurs conditions de vie, du désengagement de l'État et de la défaillance d'une action sociale aux moyens continuellement réduits. Il est important de rappeler que, selon les données du ministère de la Justice lui-même, la délinquance chez les mineurs est en baisse, tandis que les actes de violence subis par ces derniers, maltraitance, violences intrafamiliales et violences sexistes et sexuelles, augmentent. C'est un signal alarmant qui témoigne d'une défaillance systémique dans la protection de l'enfance.
Dénué de toute vision globale et tel un pompier pyromane, M. Attal prétend résoudre ici un problème que sa propre politique n'a eu de cesse d'alimenter. L'austérité et ses conséquences dramatiques sur toute la chaîne éducative et judiciaire accompagnant les mineurs. Comme l'exprime très justement le syndicat de la magistrature, combien de fois faudra-t-il que les praticiens et les professionnels de terrain répètent que l'autorité la plus structurante est celle qui protège et non celle qui menace ? Votre logique répressive qui déresponsabilise l'État et déshumanise les mineurs est non seulement dangereuse, mais en plus inefficace. Ce texte ne répond à aucune des causes profondes du mal-être des jeunes. Il ne prend pas en compte les manques de moyens dans les services éducatifs et sociaux, ni l'énorme retard de l'État dans l'accompagnement des familles en difficulté. Il est urgent de sortir de ces préjugés méprisants et déconnectés de la réalité, selon lesquels les parents de ces jeunes seraient moins concernés par le sort de leurs enfants et chez qui la délinquance serait, à vous écouter, innée, alors qu'il s'agit d'enfants dont la construction n'est, par définition, pas terminée. Des enfants qui se situent dans ce moment charnière qu'est l'adolescence, au sein de familles souvent très démunies face à la situation. C'est ce constat que dressent juges des enfants, juges des affaires familiales, défenseurs des droits, avocats, éducateurs, c'est-à-dire toutes celles et ceux travaillant au plus proche d'une réalité dont vous semblez terriblement éloignés. La justice des mineurs doit être restaurée dans sa fonction éducative afin d'accompagner, par la remédiation et vers la désistance, ces jeunes sur le chemin de la réhabilitation. Votre réforme est un échec annoncé et ne répond pas à la question de fond. Comment empêcher que des jeunes tombent dans la délinquance ? La prison n'est ni une solution pour ces enfants, ni pour leurs parents, bien sûr. Il est urgent de traiter ces jeunes pour ce qu'ils sont, des enfants parfois en danger, souvent perdus, qui ont besoin d'une prise en charge éducative renforcée et d'un accompagnement personnalisé. Voilà où se situe la clé de voûte de la justice des mineurs. Et je voudrais témoigner ici d'une visite que nous avons effectuée dans l'établissement pour mineurs de Marseille, où il y a quelques semaines, nous avons effectué une visite inopinée pour observer que la vingtaine de jeunes qui étaient incarcérés, en cage quasiment, ne bénéficiaient à cet instant d'aucun soutien scolaire, d'aucun soutien éducatif parce que le personnel n'était pas dans les effectifs suffisants. Alors bien sûr, il y avait du personnel médical qui, lui, pouvait s'occuper de l'aspect somatique des soins nécessaires, mais aucun dispositif ne permettant de sortir ces jeunes de l'état dans lequel ils sont rentrés dans l'établissement. Et pendant des semaines, ces jeunes tournent en rond dans leurs cellules en attendant d'être relâchés sans avoir eu une quelconque aide possible de la part des pouvoirs publics. Le 20 février 2019, le rapporteur Terlier, ici présent, déposait le rapport d'une mission d'information sur la justice des mineurs, dont les conclusions et les recommandations sont à l'exact opposé des intentions de la présente proposition de loi, étrangement défendue aujourd'hui par le même rapporteur. Au-delà d'instaurer des dispositifs inadaptés et inefficaces, cette proposition de loi est contraire aux principes fondamentaux de la justice des mineurs et aux engagements constitutionnels et internationaux de la France. En effet, la remise en cause radicale des principes d'atténuation de responsabilité et de la peine applicables aux mineurs est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel. L'urgence actuelle n'est pas à la surréaction et à la surenchère pénale suscitée par des faits divers isolés et ultramédiatisés, comme le soulignent les avocats, mais plutôt de se réengager dans la protection de l'enfance en y allouant les ressources nécessaires. Ces constats sont ceux des professionnels de l'enfance, aussi bien que ceux de toute la chaîne judiciaire, et notre devoir est de suivre leurs recommandations dans l'intérêt supérieur des enfants et non de s'obstiner à aller dans le sens inverse de leurs préconisations et alertes. Alors nous avons aujourd'hui un gouvernement soutenu par les rangs ici de cet hémicycle qui revendique la nécessité d'établir des liens avec la société civile, de consulter la population, de faire voire même des référendums, mais vous n'écoutez même pas les professionnels qui ont toutes ces alertes à vous formuler. Vous êtes sourds à leurs alertes et donc voilà comment on aboutit à une loi qui aujourd'hui ne répond absolument pas aux besoins.
C'est pourquoi nous n'avons pas changé nos avis et positions sur la justice des mineurs et l'impérieuse sacralisation de son principe fondamental que constitue la primauté de l'éducatif sur le répressif. Nous appelons tous les parlementaires soucieux du respect du droit constitutionnel de notre pays, ainsi que du droit international, à voter cette motion de rejet. Dans le cas contraire, nous saisirons le Conseil constitutionnel pour qu'il constate tout simplement l'inconstitutionnalité flagrante de ce texte. Je vous remercie. Merci Monsieur Coulombe. Monsieur le rapporteur, en réponse. Merci Monsieur le Président. Peut-être quelques mots en réponse à cette motion de rejet préalable et peut-être pour revenir ici déconstruire les arguments présentés par notre collègue de la France Insoumise. Tout d'abord, Monsieur Coulombe, vous avez indiqué que dans le rapport que j'ai déposé d'ailleurs avec Madame Cécile Untermaier, notre ancienne collègue qui siégeait sur les bancs ici du Parti socialiste, nous avons effectivement rendu un rapport. Mais je vous mets au défi, d'ailleurs vous ne l'avez pas fait, de trouver un seul mot dans mon rapport qui vienne en contradiction avec les éléments que nous apprêtons à voter dans le cadre de cette proposition de loi portée par le président Gabriel Attal. En second lieu, vous avez indiqué, nous passons au fond à une nouvelle loi sur la justice pénale des mineurs alors que nous n'avons pas fait encore l'évaluation du code de justice pénale des mineurs de 2021. Là aussi, encore une fois, je m'excuse de vous le dire, mais c'est très inexact. Il y a eu non seulement un rapport d'information et d'évaluation qui a été fait par Madame Cécile Untermaier et moi-même pour les parlementaires, et la chancellerie a aussi également déposé un rapport d'évaluation. Et au fond, ces rapports d'évaluation, qu'est-ce qu'ils disent ? Le grand bouleversement de ce code de justice pénale des mineurs, c'était avant tout la mise en place de cette procédure dite de césure qui permet de juger dans un délai de 3 mois sur la culpabilité, dans un délai de 6 mois sur la sanction, et c'était de voir et de dire si ces délais étaient effectivement respectés par les différentes juridictions. Eh bien, c'était le cas, et c'est ce qui a fait en sorte que nous avons conclu en ce sens, et pas du tout en sens contraire, évidemment, par rapport aux éléments que vous avez évoqués. Et en fait, vous indiquez qu'il y aurait eu, dans le cadre de cette proposition de loi, une extension des conditions de l'audience unique. Vous avez là pour le coup parfaitement raison, mais encore une fois, je me permets de rappeler qu'un magistrat qui est saisi d'une demande d'audience unique, à savoir une audience qui va porter à la fois sur la culpabilité et à la fois sur la sanction, peut toujours décider de renvoyer à une procédure s'il l'estime nécessaire, compte tenu de la personnalité du jeune, pour qu'il soit d'abord jugé sur la culpabilité, qu'il soit mis en place une mise à l'épreuve éducative et ensuite qu'il y ait un jugement sur la sanction. Donc vous voyez, j'espère qu'à travers mes propos, cela permettra de venir vous rassurer. Enfin, je me permets de vous rappeler aussi également que ce texte ne vise absolument pas à sanctionner les mineurs primo-délinquants. Le principe de la justice pénale des mineurs, qui est la primauté de l'éducatif sur le répressif, sera maintenu. Ce texte, encore une fois, s'adresse à venir sanctionner d'une part les mineurs de plus de 16 ans qui sont multirécidivistes, à savoir le haut du spectre. Encore une fois, et pour vous rassurer, un mineur primo-délinquant ne sera jamais poursuivi dans le cadre d'une audience à comparution immédiate, ne sera jamais mis en place des procédures destinées à ne pas retenir l'atténuation de sa responsabilité pénale. Encore une fois, ce texte s'adresse à traiter la délinquance des mineurs multirécidivistes de plus de 15 ans et ces mesures sont effectivement les bienvenues. Encore une fois aussi également, et pour déconstruire un de vos arguments, il ne s'agit pas à travers cette proposition de loi de venir sanctionner les parents qui auraient de bonne foi, qui auraient des difficultés avec leur enfant. Il s'agit avant tout ici de venir responsabiliser des parents qui, par leur comportement, manquent gravement à des principes éducatifs de leurs enfants, notamment en permettant aux juges d'apporter une amende civile quand ils ne se présentent pas à des audiences qui sont très importantes pour le devenir de leurs enfants et notamment le placement, et qui permet aussi, parce qu'on l'estime nécessaire, de venir apporter une réponse pénale lorsque leur comportement a été de nature à ce que le mineur entre en voie de délinquance dans le cadre notamment des émeutes que nous avons connues. Enfin, monsieur le député, donc je vous appellerai évidemment l'ensemble de nos collègues à voter contre cette motion de rejet. Vous avez les éléments. Cette proposition de loi portée par le président Gabriel Attal, elle permet de répondre efficacement et de responsabiliser les parents et de venir sanctionner plus rapidement et plus efficacement les mineurs, encore une fois, qui font partie du haut du spectre de la délinquance des mineurs. Merci monsieur le rapporteur. Nous en venons aux explications de vote avec des explications de 2 minutes maximum pour le groupe Rassemblement National. Monsieur Gillet.
Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. J'ai vu ces derniers jours sur les réseaux sociaux la vidéo d'un youtubeur qui filme des trafiquants à Nîmes, dans ma circonscription, qui trafiquent à ciel ouvert, bloquent des rues, installent des checkpoints, sont armés, pourrissent la vie des honnêtes gens. Pour beaucoup, ils sont mineurs. C'est cela la réalité. Et cette vidéo, ce n'est pas un événement isolé. C'est la réalité des quartiers nîmois que je ne cesse de dénoncer. Et c'est la même chose d'ailleurs dans de nombreuses villes en France. À chaque ministre de l'Intérieur, le même discours. Vous allez voir ce que vous allez voir, on va mettre des moyens. Des CRS quelques jours, des opérations XXL devant les caméras, et puis plus rien, le quotidien des habitants reste le même. Alors déjà qu'avec la droite et le centre, c'est mou, imaginez ce que ce serait avec la gauche au pouvoir. Avec vous, chers collègues, ce n'est plus du laxisme, c'est de l'incitation. Il n'y a qu'à voir la plupart des villes que vous gérez. Il n'y a qu'à écouter les raisonnements que j'entends souvent en commission des lois. Il n'y a qu'à voir les lois que vous proposez, la suppression de la BAC, le désarmement de la police, la dépénalisation des drogues, l'abolition du délit d'apologie du terrorisme, et j'en passe. Alors non, collègues de gauche, on ne peut pas voter cette motion de rejet irresponsable que vous proposez sur ce texte sur la justice des mineurs, même si ce que propose ce gouvernement est insuffisant et hypocrite, et même si, disons-le, la France devient une zone de non-droit, notamment à cause de l'immigration massive qui déferle. Et d'ailleurs, à quand un référendum sur l'immigration? Le gouvernement et le président de la République ne semblent pas avoir fait le lien entre immigration massive et insécurité. Pourtant, moins d'immigration, c'est aussi moins d'insécurité. C'est manifeste, il suffit de suivre l'actualité. Ce que souhaitent les Français, c'est plus de fermeté, une réponse pénale plus ferme, une tolérance zéro, la fin de la politique migratoire irresponsable que subit le pays. Nous défendrons toujours cette vision qui est celle de la protection des honnêtes gens, quand vous, sur ce sujet, vous avez visiblement piscine. Merci, chers collègues. Pour le groupe Ensemble pour la République, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. En entendant les mots de notre collègue qui défendait la motion de rejet, je pensais aux parents du jeune Elias qui a été tué à la machette. C'était en début d'année. Et je pensais à ce que vous iriez lui dire, ce à quoi vous auriez pu lui répondre. Alors qu'avec le président Attal, avec le rapporteur Terlier, cette proposition de loi offre des réponses concrètes. Et elle est bien loin de l'irénisme et de l'angélisme dans lequel, pardon de vous le dire, mais vous voterez quotidiennement. Mes chers collègues, comment expliquer aux parents du jeune Elias que vous refusez de réformer l'excuse de minorité comme le fait courageusement ce texte porté par notre président de groupe? Comment expliquer aux parents du jeune Elias que vous refusez d'incriminer les parents démissionnaires? Comment leur expliquer que vous allez refuser de renforcer les sanctions alors que notre jeunesse, pardon de le dire, mais une partie d'entre elles a basculé dans une forme d'ensauvagement? Mes chers collègues, comment expliquer à la société qui vient de connaître le drame que nous avons connu à Annecy avec un jeune qui est multirécidiviste qu'il faudrait surtout ne rien faire? Vous prétendez être du côté de l'état de droit, mes chers collègues, mais où est l'état de droit quand des jeunes s'attaquent à la machette? Où est l'état de droit quand des jeunes n'ont aucune considération pour la vie de l'un d'entre eux pour un téléphone portable? Alors, il y a en effet dans cet hémicycle une gauche radicale qui est bien éloignée des réalités, et au groupe Ensemble pour la République, nous avons le sens des responsabilités. Cette proposition de loi de Gabriel Attal, elle a un mérite immense, c'est de ne pas considérer comme vous que les jeunes de 1945 sont les jeunes de 2025. Le monde a changé, mes chers collègues, et refuser de se réarmer, refuser de modifier la réponse pénale dans un monde qui est de plus en plus livré parfois à la vindicte populaire, c'est faire œuvre de démission politique. Mais avec Jean Terlier et avec le président de notre groupe, nous ne céderons jamais à cette banalité et à cette banalisation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe de la France Insoumise, la parole est à Madame Gabrielle Catala. Président, ministre, collègues, la France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Ce sont les mots de l'ordonnance de 1945, des mots enterrés tant ce gouvernement illégitime et ses complices broient nos enfants au lieu de les protéger. Pas de ministère de l'enfance de plein exercice, à la place une haute commissaire proche de M. Bayrou, mystérieusement restée silencieuse sur l'affaire Betaram. Pas de plan d'urgence lorsque 2000 enfants dorment à la rue, lorsque 3 millions vivent sous le seuil de pauvreté.
Pas de budget suffisant pour la protection judiciaire de la jeunesse, encore amputée par décret de 26 millions d'euros en avril. Pas de réaction à la décision inédite de la défenseure des droits qui dénonce des atteintes graves et massives aux droits des enfants. Pas de reprise de 98% des recommandations de la Civis jetées aux oubliettes. Rien non plus pour s'assurer que les décisions ordonnées par les magistrats pour protéger les enfants soient réellement exécutées. À la place, vous continuez à mentir sur le niveau de délinquance des enfants. Disons-le, le nombre de mineurs poursuivis et condamnés est en réalité en baisse dans notre pays. Mais peu vous importe, tant vos vérités sont parallèles. De votre côté, c'est le silence radio sur les 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Silence aussi sur le fait qu'un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Silence sur la santé mentale alarmante et l'explosion des cas psychiatriques chez les mineurs. Vous préférez choisir encore le parti pris de la répression qui puise son inspiration dans la finesse des analyses de M. Attal, que je rappelle ici pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance de goûter ces leçons de criminologie. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. La répression qui bafoue une fois encore la Convention internationale des droits de l'enfant en permettant qu'un enfant soit renvoyé en comparution immédiate dès 16 ans, en remettant en cause le principe d'atténuation des peines, en créant la possibilité de retenir un enfant pendant 12 heures sous simple soupçon de non-respect d'une mesure éducative, soit le programme de Madame Le Pen. Derrière, votre collègue vient de parler d'excuses de minorité qui est un terme d'extrême droite. Votre texte démagogique ne s'attaque à aucune des causes profondes de la délinquance juvénile qu'il ignore. Il ne fera qu'empirer les situations qu'il prétend résoudre. Merci. Merci. Pour le groupe socialiste apparenté, la parole est à Madame Capdevielle. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Les professionnels de l'enfance se sont unanimes pour condamner la proposition de loi Attal, jugée populiste, simpliste, régressive, répressive, bref, très dangereuse. Traiter un mineur comme un adulte est une maltraitance supplémentaire que nous allons faire aux enfants si nous votons cette loi. Ce texte est une grave violation aux engagements internationaux de la France qui a bien signé la Convention internationale des droits de l'enfant. La justice des mineurs doit rester en dehors des faits divers, médiatisée à outrance jusqu'ici dans cet hémicycle. Justice des mineurs qui doit rester toujours fondée sur l'esprit de l'ordonnance de 45, c'est-à-dire la prévention, la protection, l'éducation et le soin. Cela a d'ailleurs été rappelé dans le rapport d'information de Madame Cécile Untermaier, contrairement à ce qui a été indiqué par Monsieur le conseiller rapporteur. Et ce n'est sûrement pas ce rapport d'information qui a permis d'inspirer les dispositions de la loi Attal. Faut relire ce rapport d'information et notamment ses recommandations. Vous instrumentalisez donc la justice des mineurs à des fins sécuritaires pour tenter en fait de nous faire oublier, à l'ensemble de nos compatriotes l'effondrement total de la protection de l'enfance et les moyens alloués dont vous êtes à la fois les responsables et les coupables. Permettez-moi de citer Nelson Mandela. Nous devons à nos enfants, à nos citoyens les plus vulnérables, puisque ce sont les enfants, une vie à l'abri de la violence et de la peur. Nous voterons donc en faveur de cette motion de rejet. Et si jamais ce texte devait être voté, malheureusement, nous saisirons le Conseil constitutionnel, tellement ce texte est porteur de dispositions qui portent atteinte aux fondamentaux du droit des mineurs dans notre pays depuis 1945. Merci, chers collègues. Pour le groupe de la droite républicaine, la parole est à Madame Alexandra Martin. Madame Martin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. En déposant une motion de rejet préalable contre la loi que nous examinons, la France insoumise a choisi de dire non. Non à une réalité qu'ils refusent de voir comme souvent. Non aux Français qui attendent des réponses concrètes pour leur sécurité. Non à l'idée même que l'État puisse faire face avec lucidité et fermeté à la délinquance des mineurs. Car qu'est-ce qu'une motion de rejet, si ce n'est de décréter que le sujet n'est pas légitime, qu'il n'y a pas d'enjeu pour notre société? Chaque jour, des mineurs basculent dans une violence précoce, parfois extrême. Chaque jour, des familles, des éducateurs, des policiers sont confrontés à une forme de désarroi. Refuser de mettre cette loi au vote, c'est refuser d'agir, c'est laisser faire. En rejetant cette loi, LFI ne s'oppose pas à un article, à un dispositif,
Il s'oppose à l'idée même d'une réponse de la République face à la délinquance des mineurs. Il s'enferme, comme d'habitude, dans une posture idéologique. Cette motion de rejet n'est pas un acte technique, c'est un acte politique fort. C'est un aveu, l'aveu d'une déconnexion totale avec ce que vivent nos concitoyens. Merci. Merci Madame Martin. Pour le groupe écologiste et social, la parole est à Madame Regoll. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Tout le monde ici cherche à assurer la plus grande sécurité et à notre jeunesse et à tout le pays. Ce n'est pas l'objet de ce vote, ce n'est pas l'objet de cette motion de rejet préalable. L'objet de cette motion de rejet préalable, comme l'indique l'article 91, c'est de statuer sur deux choses. Cumulativement, en l'occurrence, est-ce que ce texte respecte les principes constitutionnels et est-ce qu'il y a lieu de délibérer dessus? La réponse est non dans les deux cas. Non seulement ce texte n'a fait l'objet d'aucune évaluation ou concertation en tant soit peu sérieuse, mais il s'attaque à un code de la justice pénale des mineurs qui est à peine rentré en vigueur il y a 4 ans, que les professionnels peinent encore à appliquer tant la réforme précédente n'a pas encore trouvé son équilibre. Et il s'agirait ici de réinventer déjà le fil à couper le beurre dans le plus grand irrespect de tous ces professionnels. Tout ceci repose sur un postulat par ailleurs tout à fait brumeux. La délinquance juvénile n'explose pas. C'est même l'inverse, c'est ce que disent les chiffres du ministère de l'Intérieur. Depuis 2016, le nombre de mineurs mis en cause a baissé de 16%. Les poursuites ont chuté de 25%. Les condamnations diminuent et pourtant, les incarcérations, elles, augmentent. Le taux de réponse pénale pour les mineurs atteint 87%. Alors non, la justice des mineurs est tout sauf laxiste. Ce dont nous devrions parler, en revanche, c'est de l'état de la protection judiciaire de la jeunesse, qui voit ses moyens fondre chaque année, qui se voit de plus en plus méprisé, jusqu'à il y a quelques semaines encore, où le gouvernement annulait par décret 25 millions d'euros pour la PJJ. Ce n'est donc pas l'objectif de protection de l'enfance et de la société qui anime de tels choix. Au titre du non-respect des principes constitutionnels, donc, à l'article 1er, vous créez une infraction qui permet, en gros, de faire porter la responsabilité sur les parents. Vous allez là remettre en cause le principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, un principe à valeur constitutionnelle sur lequel vous asseyez. Et je rappelle, comme l'ont fait d'autres collègues, que la fameuse excuse de minorité, c'est une vieille marotte de l'extrême droite. Bravo aux collègues de PR de sans cesse la ramener. Le Conseil constitutionnel n'a pas pour mission, je conclus Monsieur le Président, de corriger sans arrêt des parlementaires trop dogmatiques pour travailler correctement. Et pourtant, systématiquement, il doit corriger le travail de cet hémicycle. Loi d'orientation agricole, loi immigration. Donc nous voterons pour cette motion de... Merci Madame Regoll. Pour le groupe Les Démocrates, la parole est à Madame Brocard. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents est attendue et traite d'un sujet concret. Nous ne pouvons nier la réalité, une réalité constatée, vécue par nos concitoyens. Les délinquants sont de plus en plus jeunes et les actes de délinquance commis par des mineurs sont de plus en plus graves. Nous ne pouvons pas, en responsabilité, rester les bras croisés et ignorer cette situation. Alors l'objectif n'est bien évidemment pas de stigmatiser nos jeunes, mais bien d'apporter des réponses adaptées et de faire évoluer la justice des mineurs pour certains délits, tout en tenant compte des spécificités de cette justice. Les travaux en commission mixte paritaire nous ont permis de parvenir à un texte d'équilibre entre répression, éducation et réinsertion. Alors, vous pouvez encore et toujours, au nom de je ne sais quel principe, décider de rejeter ce texte. Mais, ne vous en déplaise, il est urgent de pouvoir mettre en œuvre aujourd'hui les dispositions prévues dans cette proposition de loi et de donner les moyens à notre justice de mieux traiter la délinquance des mineurs. Le groupe Les Démocrates votera donc contre cette motion de rejet préalable. Il nous faut aujourd'hui agir sans faux angélisme, sans excès, avec lucidité, détermination et efficacité. Je vous remercie. Merci Madame Brocard. Pour le groupe Horizon et Indépendant, la parole est à Monsieur Jean Moulière. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le groupe Horizon et Indépendant votera évidemment contre la motion de rejet déposée par le groupe de la France Insoumise. Une énième motion de rejet qui bafoue l'accord trouvé entre sénateurs et députés. Une énième motion de rejet contre l'autorité de l'État. Au vu des récents événements qui confirment l'urgence de la situation concernant les violences commises par des mineurs,
Il est irresponsable de refuser de traiter de ce sujet. Ne pas légiférer, c'est faire preuve d'inconscience. Nous le devons à nos jeunes et aux victimes des violences. Les faits sont de plus en plus dramatiques, les actes de plus en plus fréquents. Qu'attendez-vous pour vouloir agir? Cette proposition de loi porte des mesures à la fois nécessaires et équilibrées. Elle répond fermement aux enjeux actuels et respecte nos principes fondamentaux. C'est parce que nous avons la responsabilité d'agir que le groupe Horizon et Indépendants votera bien évidemment contre cette motion de rejet. Merci M. Moulière. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Mme Foussillon. Merci Monsieur le Président. Nous allons voter cette motion de rejet, mais je veux répondre à quelques éléments de débat. D'abord, venir dire que la jeunesse de 45 n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. C'est joliment dit, sauf que la vérité, c'est qu'en 1945, il y a une jeunesse criminelle beaucoup plus importante que celle d'aujourd'hui et que c'est justement parce qu'il y a une criminalité très forte dans la jeunesse que les principes de 45 sont posés. Principes de 45 qui disent spécificité de la jeunesse et primauté de l'éducatif sur le répressif. Et c'est justement ça qui a fonctionné pour permettre de faire baisser la criminalité dans la jeunesse. Ce qui l'a fait réaugmenter en revanche, au-delà de bien des problèmes dans la société sur lesquels nous devrions plancher. Il y a le fait justement d'avoir détricoté les principes de l'ordonnance de 45, d'avoir affaibli la protection judiciaire de la jeunesse et d'avoir fait s'effondrer l'aide sociale à l'enfance. Voilà quelques-uns des critères qui font qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse en proie et en conflit avec la loi et vous ne faites que creuser encore un peu plus et donc non pas à répondre justement aux problèmes mais à les approfondir. Ensuite, sur la question pas simplement des faits divers mais de drames qui traversent notre pays et qui émeuvent légitimement la population. Je vais vous le dire, je trouve particulièrement honteux de les évoquer ici pour traiter de ce texte qui d'ailleurs ne répondait absolument pas au meurtre d'Elias mais au meurtre de Naël. C'est tout de suite après les révoltes urbaines que M. Attal, et en référence au meurtre de Naël, qu'il a proposé son texte et que d'ailleurs tous les poncifs exposés dans l'exposé des motifs allaient à l'encontre de toutes les études sur les jeunes qui avaient été inculpés après les révoltes urbaines. Mais surtout, dire aux parents d'Elias qu'évidemment le meurtrier ne sera pas concerné par la comparution immédiate et que les principes qui sont dans le texte de M. Attal ne concernent pas, et bien heureusement, parce que franchement, juger d'un meurtre en comparution immédiate, ce n'est pas une bonne justice et surtout pas pour les victimes, parce que ce n'est absolument pas une bonne reconnaissance des victimes que de juger en comparution immédiate. Donc nous voterons résolument contre ce texte. Merci, chers collègues. Pour le groupe UDR, la parole est à M. Olivier Feissa. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés. La motion de rejet que nous examinons aujourd'hui n'a qu'un seul objectif, faire taire le débat. Ce n'est pas une surprise venant d'un courant politique qui a toujours préféré les slogans aux échanges, les dogmes aux arguments et les décisions autoritaires à la délibération démocratique. Refuser le débat, c'est trahir l'essence même du Parlement, c'est s'arroger au nom d'une prétendue vérité idéologique le droit de décider ce qui mérite d'être discuté ou non. Ce réflexe d'exclusion n'est pas nouveau. Il est le marqueur d'une tradition politique qui, de Lénine à nos jours, a toujours vu dans le pluralisme un danger plutôt qu'une richesse. Cette motion de rejet est l'expression d'un mépris profond pour le dialogue républicain. Car au fond, ce que redoute l'extrême gauche, ce n'est pas le contenu du texte, c'est l'épreuve du réel. Ce qu'elle craint, ce sont les faits, la contradiction, la complexité, tout ce qu'aucun tract ne peut simplifier. Alors oui, nous rejetons cette motion de rejet, non pour défendre un texte sans débat, mais précisément pour permettre ce débat. Parce que nous croyons à la démocratie parlementaire, eux, manifestement, non. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous invite à regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin.
Votant 279, exprimé 279, majorité 140 pour 103, contre 176. La motion de rejet préalable n'est pas adoptée. Nous en venons à la discussion générale. À commencer, Monsieur Coquerel, Monsieur le Président Coquerel, pour un rappel au règlement. Bien, je voudrais faire un rappel en règlement que je n'ai pas pu faire évidemment pendant les questions au gouvernement pour mise en cause personnelle, article 58 alinéa 3. En plus en mon absence. Pendant les questions au gouvernement, la députée Virginie Duby-Muller a cru bon me citer en expliquant et en mentant que j'étais intervenu à la télé pour dire que le rodéo qui a causé les blessures abominables du pompier était la faute de Tom Cruise et expliquant ainsi que je cherchais à excuser l'inexcusable. Où en est-on, chers collègues, si dans cette Assemblée, on reprend toutes les manipulations, toutes les calomnies de l'extrême droite sur la fachosphère? Où en est-on par rapport à ça? Puisqu'on s'intéresse à la vérité, voilà exactement ce que j'ai dit sur TF1. J'ai condamné ces rodéos. Et moi je n'utilise pas ça pour récupérer des mots de solidarité vis-à-vis du pompier qui a été blessé. J'ai expliqué qu'il fallait appliquer de la manière la plus complète la loi de 2018. Et oui, effectivement, j'ai dit qu'il fallait aussi de la prévention et l'éducation. Je comprends que maintenant pour les Trumpistes d'aujourd'hui, ça soit un gros mot. Et j'ai précisé, j'étais attaqué 2 fois, je me permettrai de répondre si vous voulez. Je vous ai laissé le temps de le faire. Merci. Conclure, je conclus. Et j'ai expliqué que dans cette éducation et prévention, oui, il fallait prendre en compte, même si cela ne valait pas excuse, et c'est ce que je dis dans le texte, toute la mythologie, notamment des fictions, des jeux vidéo autour des courses-poursuites. Le ministre de l'Intérieur croit bon expliquer et condamner mes propos, on voit bien que ce sont des mensonges. Et croit bon expliquer qu'il y aurait une sorte de complicité de notre part avec les rodéos. Non, je condamne absolument et je rappelle une chose. En février 2025, le ministre de l'Intérieur, à propos du meurtre de Louise, explique la responsabilité des jeux vidéo dans la violence. Moi, je ne le caricaturerai pas et je n'estimerai pas que les jeux vidéo sont les responsables du meurtre de Louise. Ça suffit, cette façon de faire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, la motion de rejet n'est pas adoptée. La discussion générale peut donc commencer. L'Assemblée se prononce sur l'accord de compromis trouvé entre députés et sénateurs, c'est-à-dire sur la version finale du texte soumis au vote. La proposition de loi de Gabriel Attal est soutenue par la droite et le Rassemblement national, à quelques exceptions près. Toute la gauche est contre. Les groupes vont se succéder à la tribune pour donner leur position de vote. La parole est à Madame Sylvie Josserand pour le groupe Rassemblement national. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le phénomène de délinquance des mineurs en 2025 n'est pas la guerre des boutons de Louis Pergaud, à laquelle se livrent après l'école les enfants des villages pour rapporter comme butin les boutons de culottes pris à l'ennemi et provoquer la correction des vaincus par leurs parents. Malgré l'atteinte majeure à la tranquillité et la sécurité publique que représentent en 2025 délinquance et criminalité des mineurs, le texte issu de la commission mixte paritaire demeure au milieu du gué. Le changement d'intitulé de la proposition de loi qui initialement visait à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents et qui vise désormais à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs n'occulte pas que l'État central, dont les symboles sont la cible, école, mairie, commissariat, caserne de pompiers, connaît avec le pouvoir judiciaire qui en est l'émanation un effondrement de son autorité. Corollaire de cet effondrement, le sentiment d'impunité des mineurs délinquants est un facteur déterminant de passage à l'acte. De longue date, et encore dans le cadre des présents débats parlementaires, le Rassemblement national a prôné et porté plusieurs propositions de loi et amendements pour un durcissement de la réponse pénale. D'abord par l'abaissement des seuils d'âge, qui sont autant de seuils charnières, obstacles à une réponse pénale efficace.
Le seuil de 13 ans. En deçà de 13 ans, les mineurs bénéficient d'une présomption de non-discernement, empêchant le prononcé à leur encontre d'une sanction pénale. Le seuil de 15 ans. En deçà de 15 ans, les mineurs ne peuvent pas être jugés selon la procédure d'audience unique en comparution immédiate. Le seuil de 16 ans. En deçà de 16 ans, les mineurs bénéficient automatiquement d'une atténuation de la peine encourue, divisée par 2 par rapport à celle encourue par un majeur pour la même infraction. Tous ces seuils du siècle dernier sont surannés, totalement dépassés. D'après les chiffres clés de la justice, pour l'année 2023, 9% des mineurs mis en cause avaient entre 10 et 12 ans. 2% des mineurs mis en cause avaient moins de 10 ans. Ainsi donc, 11% des mineurs mis en cause, soit plus d'1 sur 10, étaient âgés de moins de 12 ans. D'après le ministère de l'Intérieur, en 2023, 40% des mineurs auteurs d'infractions pénales connues étaient âgés de seulement 13 à 15 ans. Faut-il rappeler, pour la seule année 2024, l'agression violente devant son collège de Montpellier de la jeune Samara, 5 mineurs âgés de 14 et 15 ans sont mis en examen. Le meurtre de Philippe Kopman à Grande-Synthe, 3 adolescents âgés de 15 et 14 ans sont poursuivis. L'assassinat de Nessim Ramdam à Marseille d'une balle dans la tête, un mineur âgé de 14 ans engagé comme tueur à gages sur fond de trafic de drogue. L'extraordinaire devient si fréquent qu'il se fait ordinaire, écrit Alain Boer en janvier 2024 dans son ouvrage « Tu ne tueras point ». De longue date, le Rassemblement national a prôné la responsabilité pénale du mineur dès lors qu'il est doté de discernement. S'agissant de la peine encourue, l'exclusion de l'excuse de minorité de plein droit pour les mineurs de plus de 16 ans, mais aussi l'instauration de peines planchers, la suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs criminels ou délinquants récidivistes, parents coupables de défaillances éducatives. L'on regrettera que des amendements portés par le Rassemblement national pour une lutte efficace contre la criminalité et la délinquance violente et massive des mineurs n'aient pas été adoptés. L'on regrettera que la présente proposition de loi ne constitue qu'une énième réforme sans envergure qui, pas davantage que le Code de la justice pénale des mineurs du 30 septembre 2021, présenté comme la panacée par ceux-là même aujourd'hui à l'origine de cette PPL, ne permettra d'affronter les mutations de la délinquance des mineurs. Les mutations à l'œuvre, le très jeune âge des auteurs de crimes et délits, le phénomène de bandes organisées, l'utilisation des moyens numériques pour préparer et commettre des infractions telles la géolocalisation propice à la constitution de groupes d'émeutiers auraient exigé de considérer que la minorité n'est pas synonyme d'incapacité naturelle à comprendre et vouloir les actes criminels. Comment admettre que la jeunesse soit une excuse lorsqu'elle ôte la vie et brise des destins et des familles? Le groupe Rassemblement national salue néanmoins le message de fermeté que porte cette proposition de loi, l'abandon de l'opposition entre éducation et répression, une réponse pénale ferme et rapide face à l'acte de délinquance ne méconnaît nullement l'intérêt supérieur du mineur, dont la réinsertion passe aussi par la sanction. Aussi, bien qu'il ne soit pas dupe de la volonté d'affichage de l'auteur de cette proposition de loi, le groupe Rassemblement national, bien conscient de l'urgence, votera en faveur du texte tel qu'adopté en commission mixte paritaire. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous voici enfin arrivés au terme des débats sur un texte qui n'aurait pas vu le jour si les événements de l'été 2024 ne s'étaient pas produits. C'est en effet sous le coup de l'émotion que le groupe EPR, emmené par le plus jeune Premier ministre de la Ve République, s'est engagé sur la voie de la restauration de l'autorité de la justice à l'égard des mineurs et de leurs parents. Il y avait urgence à le faire, à lire l'exposé des motifs, car ces émeutes auraient impliqué des jeunes, parfois très jeunes, qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société et ses valeurs de respect. Or, une étude conduite par le ministère de la Justice lui-même a montré que seulement 3 personnes interpellées sur 10 étaient mineures. Et parmi ces mineurs, les 2 tiers n'étaient pas connus de la justice. Ces chiffres sont cohérents avec ceux qui nous rappellent que la criminalité des mineurs n'augmente pas dans notre pays. Je l'avais déjà dit lors de la première lecture de ce texte. Vous avez un problème avec la jeunesse. Vous la jugez sans aucune précaution. Vous la stigmatisez. Comment comprendre en effet l'introduction d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs alors que c'est une procédure déjà exceptionnelle pour les majeurs?
Comment comprendre que vous ayez tenté, avant de reculer en CMP, d'instaurer des peines de prison ultra courtes pour les enfants, des peines encore plus lourdes que celles applicables aux majeurs? Avec ce texte, vous piétinez les principes fondateurs de notre justice des mineurs. L'ordonnance du 2 février 1945 consacre le fait que le mineur délinquant est avant tout un être en construction. Elle privilégie les mesures éducatives sur les sanctions pénales. Elle repose sur une responsabilité pénale atténuée et une justice spécialisée. Pourquoi? Je le dis ici avec beaucoup de solennité et avec toute la responsabilité qui m'incombe en tant que mère. Que nous ayons un enfant, que nous en ayons 5, que nous soyons en couple ou parents solo, peu importe l'éducation que nous donnons et les valeurs que nous transmettons à nos enfants, aucun d'entre nous, aucun parent n'est à l'abri d'une bêtise, d'un débordement de son enfant. Mais le texte soumis aujourd'hui ici n'en a que faire, puisqu'il décide même d'étendre la culpabilité des mineurs à leurs parents. L'article 1er crée une nouvelle circonstance aggravante du délit de soustraction. Il est fondé sur une prétendue défaillance éducative des parents, même en l'absence de lien de causalité directe. L'article 2 prévoit des amendes civiles à l'encontre des parents qui ne se présentent pas aux audiences éducatives. Plutôt que d'accompagner ces familles, là encore, vous les sanctionnez. L'article 3 vient rendre les parents détenteurs de l'autorité parentale automatiquement responsables des dommages causés par leurs enfants. Quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez dans les médias ou pour satisfaire des ambitions populistes, non, la justice des mineurs n'est pas laxiste. Les faits sont têtus. La criminalité des mineurs n'augmente pas, ni en nombre, ni en gravité. Aujourd'hui, à 12 ans ou 13 ans, voire avant, certains jeunes sont déjà intégrés dans des logiques mafieuses, impliqués dans des actes violents, des trafics, des agressions, parfois même des homicides. Nous voyons se développer une stratégie cynique, celle de réseaux criminels, notamment les narcotrafiquants, qui exploitent la minorité des plus jeunes pour les utiliser comme bouclier judiciaire. Parce qu'ils savent que ces mineurs, bénéficiant de l'excuse de minorité, encourent peu. Et ils les manipulent et les instrumentalisent. Il faut que cela cesse. C'est pourquoi le message de cette loi s'adresse autant aux jeunes eux-mêmes qu'aux adultes lorsqu'ils les utilisent. À ces recruteurs qui transforment des enfants en délinquants et les jettent dans une spirale de violence, le signal doit être clair, la justice ne se laissera plus abuser. Dans ce combat, la loi contre le narcotrafic est bien entendu complémentaire. Elle vient renforcer les outils de lutte contre ces réseaux qui gangrènent nos quartiers, détruisent des vies, corrompent notre jeunesse. Il s'agit d'un même front, d'un même enjeu, rétablir l'ordre républicain. Nous sommes satisfaits que la commission mixte paritaire ait été conclusive, mais cela ne signifie pas que tout est réglé. Nous aurons à cœur de revenir sur au moins 3 points importants. D'abord, nous regrettons que l'instauration des peines courtes et très courtes ait été supprimée en CMP, même si nous comprenons qu'un débat doit avoir lieu ici à ce sujet. Nous les avions soutenues car elles permettent une réponse rapide, concrète et proportionnée. Une sanction immédiate, même brève, a une portée éducative forte. Le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre dont la réputation n'est plus à faire dans ce domaine, plaide depuis très longtemps pour cela, afin de marquer clairement l'interdit et de responsabiliser les jeunes délinquants. Ensuite, la question de l'excuse de minorité. Dans les cas les plus graves, nous avions proposé, dans certaines circonstances, de pouvoir l'écarter dès l'âge de 13 ans. Ce seuil a été relevé à 16 ans, tout comme la comparution immédiate, alors que nous espérions au moins la maintenir à 15 ans. C'est une occasion manquée, car nous savons tous que les actes les plus violents ne sont pas l'apanage des plus âgés. Enfin, la responsabilisation des parents, qui est au cœur de notre démarche, devra encore être renforcée, même si nous saluons l'apport du Sénat retenu en CMP, autorisant les assureurs à se retourner contre les parents condamnés pour soustraction à ses obligations légales lorsque le délit commis par son enfant a un lien avec les dommages causés. Les assureurs pourront ainsi faire participer le parent défaillant ou les parents défaillants à l'indemnisation des dommages dans une limite de 7 500 €. La démission ou l'effacement de l'autorité
l'autorité parentale ne peut pas rester sans conséquence. Ce texte, malgré ses marges d'amélioration, marque un tournant. Il affirme une volonté, celle de restaurer l'autorité de l'État, de la justice et de la famille. Notre rôle ici est de protéger les Français, protéger les jeunes d'eux-mêmes en leur offrant des repères, protéger notre pacte social. Vous créez une procédure de comparution immédiate pour les mineurs dès 16 ans quand on sait ce qu'elle produit déjà pour les majeurs. Une justice expéditive où l'urgence prend le pas sur le discernement, où les garanties de procès équitable sont sacrifiées sur l'autel de la rapidité et où l'incarcération devient la seule issue. Vous allongez les durées de détention provisoire jusqu'à 1 an pour des mineurs de moins de 16 ans contre 2 mois aujourd'hui. Non seulement ce sont des durées inédites, mais elles sont contraires à l'idée même de la justice des mineurs tournée vers l'éducation et la réinsertion. Loin d'aider des délinquants à se ressaisir par une sanction utile, vous les enfermez dans l'écosystème de la délinquance. Vous inversez la logique de l'atténuation de la peine en supprimant son caractère exceptionnel dès lors qu'un mineur est récidiviste, sans même qu'il soit nécessaire de motiver cette dérogation. Une mesure prônée déjà en 1986 par le Front National de Jean-Marie Le Pen. Vous élargissez aussi le recours à l'audience unique, réduisant le temps accordé à l'évaluation des parcours et à la construction de réponses pénales adaptées, mais surtout, et c'est peut-être là l'essentiel, le temps pour le mineur consacré à la compréhension des faits qu'il a pu commettre. Ainsi, on produit une justice à la chaîne où on demande non pas au juge de juger, mais d'expédier une justice de chiffres et non pas une justice du sens. Pour couronner le tout, vous alourdissez les sanctions financières et pénales à l'encontre des parents sans le moindre égard pour la réalité vécue par tant de familles monoparentales, souvent précaires. Même les assureurs pourront désormais se tourner contre ces familles. Vous choisissez de culpabiliser ceux que les institutions ont déjà abandonnés depuis longtemps en les rendant co-responsables des fautes qu'ils n'ont pas commises. Vous ne les soutenez pas, vous condamnez. Vous ne réparez pas, vous stigmatisez. En réalité, vous punissez la pauvreté. Mais tout cela, vous le savez déjà pertinemment, parce que l'ensemble des professionnels de la justice vous l'ont dit. Vous voulez restaurer l'autorité de la justice, alors commencez par les écouter. Vous avez entendu comme nous l'opposition des professionnels de la PJJ mobilisés partout le 25 mars dernier. Vous avez entendu l'opposition de la Défenseure des droits. Vous avez entendu les juges, les avocats, les éducateurs, les associations aussi qui étaient mobilisées le 5 mai. Tous vous ont dit que ce texte est une rupture, une faute, et moi je vous le dis, une forfaiture. Mais vous n'en avez que faire. Vous rompez ici avec plus de 8 décennies de construction d'une justice fondée sur la compréhension des causes, sur l'accompagnement des parcours et la confiance dans la capacité des jeunes à se relever. Vous vous attaquez à l'esprit même d'une ordonnance qui a été écrite dans une France qui comptait alors bien plus d'enfants livrés à eux-mêmes, orphelins, armés, blessés et parfois violents. Ce que vous engagez ici, c'est l'inverse de cette intelligence-là. Vous inversez la logique pénale. L'enfant, pour vous, n'est plus un sujet en devenir, mais un objet à surveiller. Et à ce glissement idéologique-là, vous ajoutez la brutalité sociale. Et puisque je parle de brutalité, comment ne pas évoquer une nouvelle fois votre façon de légiférer, sans évaluation sérieuse, en vous appuyant sur des passions négatives, à coup d'exemples sensationnels, et permettez-moi de le dire avec un certain amateurisme, c'est pas pour rien que notre commission des lois avait supprimé les articles 4 et 5 que vous avez rétablis avec le concours du groupe de Madame Le Pen, et ce n'est pas pour rien non plus que la commission des lois du Sénat, c'est-à-dire les 2 commissions référentes, a elle aussi à son tour souhaité vider votre mauvaise proposition de sa substance. Mais vous êtes sûr de vous et vous voulez passer outre. Alors puisque vous ne le faites pas, je voudrais le faire à votre place. Je voudrais m'adresser à celles et ceux que vous avez choisi d'ignorer. Aux éducateurs et éducatrices de la PJJ qui tiennent debout une institution maltraitée, merci. Aux magistrats spécialisés, aux greffiers, aux avocats qui s'efforcent encore de faire vivre une justice humaine, votre engagement compte. Aux parents, souvent seuls, qui tiennent parfois, tombent. Ce que vous vivez mérite du soutien, de l'écoute, de la solidarité, pas des menaces. Et enfin aux jeunes eux-mêmes, à ceux qui parfois basculent, s'égarent, commettent des actes graves. Vous êtes responsables des actes que vous commettez. Mais la loi est là d'ailleurs pour le rappeler. Mais nous ne serons jamais de ceux qui vous marqueront au fer rouge. Cette responsabilité ne doit jamais être un couperet qui vous condamne à l'échec. C'est par la main tendue, non par le bâton que l'on construit la sortie de la violence. Vous méritez mieux et plus que tous ces mépris. Merci, chers collègues. Pour le groupe Les Démocrates, la parole est à monsieur Éric Martineau. Je veux bien. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Patrick Mignola, Monsieur le rapporteur, Jean, chers collègues.
Après des mois de discussion, depuis son dépôt à l'Assemblée en octobre 2024, nous sommes parvenus à un accord en commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Je ne peux que saluer les travaux des rapporteurs sur ce texte et les échanges constructifs que nous avons eus en CMP pour aboutir à un texte apportant des réponses concrètes à la montée de la violence juvénile. Avant toute chose, je veux avoir un mot pour notre jeunesse et surtout insister sur le fait que nous ne voulons stigmatiser personne. Le but n'est pas de dire que les jeunes sont tous plus violents et touchés par la délinquance. Nous sommes conscients de cette réalité. Il existe une baisse des infractions commises par les mineurs. Seulement, les mineurs mis en cause sont de plus en plus jeunes et commettent des délits de plus en plus graves, ce que nous ne pouvons pas laisser faire. Et donc, il est important de lutter contre ce phénomène pour garantir la sécurité publique, accompagner notre jeunesse, apporter des mesures fortes et fermes, tout en préservant la spécificité de la justice pénale des mineurs. Les 15 articles du texte issus des travaux de la CMP visent donc d'une part à responsabiliser davantage les parents de jeunes délinquants qui se sont soustraits à leurs responsabilités parentales et d'autre part à accélérer les procédures de jugement et durcir les sanctions contre les mineurs. La création de dispositions pour renforcer les obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants nous semble nécessaire pour répondre à certaines situations de défaillance parentale et les sanctionner. Lorsqu'un délit est commis par un mineur, il faut établir une chaîne de responsabilité et évaluer les différentes influences à l'œuvre, y compris venant de ceux qui profitent de leur ascendant sur les plus jeunes pour les inciter à commettre des délits qui vaudraient à des majeurs un séjour en prison. Sur la procédure d'audience unique en comparution immédiate, nous sommes parvenus à une rédaction équilibrée qui restreint le champ d'application de la procédure aux mineurs âgés d'au moins 16 ans, tout en facilitant le recours à une audience unique pour permettre un jugement rapide de certains mineurs délinquants en fonction de la gravité des faits commis. S'agissant de l'atténuation des peines pour les mineurs, l'article 5, adopté en CMP, prévoit que les règles d'atténuation ne s'appliquent qu'aux mineurs âgés de plus de 16 ans lorsqu'un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement a été commis en état de récidive légale. Il préserve surtout la possibilité pour le magistrat de déroger à cette règle en fonction de la personnalité du mineur et des circonstances de l'infraction. Le texte, dans sa version finale, assure le respect du principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge, ce qui nous semble primordial. Il s'attache également à préserver l'équilibre entre répression, éducation et réinsertion, équilibre que notre groupe appelait de ses vœux. La proposition de loi sortie de la CMP nous semble équilibrée et adaptée, offrant de nouveaux dispositifs aux magistrats pour mieux traiter la délinquance des mineurs et s'adapter à chaque situation. C'est pourquoi notre groupe Les Démocrates votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et Indépendants, la parole est à Monsieur Jean Moulière. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. La jeunesse est le reflet de l'avenir de notre nation. Pourtant, une frange de plus en plus visible de cette jeunesse sombre dans une spirale de violence infinie. Les émeutes de juillet 2023 en sont une illustration saisissante, tant par l'intensité des violences commises que par l'âge particulièrement jeune des auteurs. 1 milliard d'euros de dégâts matériels, 2500 bâtiments incendiés ou dégradés, parmi lesquels 105 mairies et 243 établissements scolaires. Plus dramatique encore, 1000 personnes ont été blessées,
dont 782 parmi les forces de l'ordre et 2 personnes ont perdu la vie. Les mineurs étaient surreprésentés dans ces violences. Depuis, de nouveaux faits viennent encore illustrer cette radicalisation préoccupante d'une partie de ces mineurs. Je pense aux actes de violence à Rieux-la-Pape de ces derniers jours, où le maire, que je salue, Alexandre Vincendé, a dénoncé des dégradations de matériel et des guet-apens contre les forces de l'ordre par des mineurs âgés de 11 à 17 ans. Le renforcement de l'intensité de la criminalité juvénile est une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Face à cette évolution, notre responsabilité collective est de faire évoluer notre droit pour adapter notre justice aux défis auxquels nous faisons face. La justice pénale des mineurs est structurée autour de leur relèvement éducatif et moral, de la prévention de la récidive et de la protection des victimes. Ces principes fondateurs, consacrés dès 1945 et réaffirmés en 2021 lors de la création du Code de la justice pénale des mineurs, demeurent notre boussole. La jurisprudence du Conseil constitutionnel impose également que les mesures soient adaptées à l'âge du mineur et orientées vers son relèvement éducatif. Toutefois, répondre à une violence nouvelle avec des outils anciens est inefficace. Nous croyons qu'une réponse ferme, juste et proportionnée est non seulement possible, mais indispensable. Cette proposition de loi visant à aménager le Code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale s'inscrit pleinement dans cette volonté. Elle vise notamment à mieux sanctionner les mineurs auteurs d'infractions les plus graves en restreignant les modalités d'atténuation de la peine pour les plus de 16 ans. Aussi, elle vise à responsabiliser les parents qui se soustrairaient à leurs obligations légales vis-à-vis de leurs enfants et de la justice. Le groupe Horizon et Indépendants salue l'accord trouvé en commission mixte paritaire. Il témoigne de la prise de conscience partagée de la nécessité de renforcer les outils juridiques à disposition des magistrats. C'est un message fort, un sursaut d'autorité que les parlementaires adressent à notre justice, mais aussi à nos concitoyens. Nous nous félicitons tout particulièrement du rétablissement à l'article 1er des dispositions visant à prévoir une nouvelle circonstance aggravante si le manquement des parents a directement conduit à la commission par le mineur d'un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive. L'amendement que notre groupe a porté visant à élargir cette circonstance offrira à la réponse pénale une efficacité accrue. Enfin, nous souhaitons rappeler 2 éléments essentiels. D'une part, la prévention doit rester au cœur de notre stratégie contre la violence juvénile. L'école, les structures de soutien social et les politiques de quartier sont autant de leviers indispensables pour empêcher que certains jeunes ne basculent dans la délinquance. D'autre part, il nous faut aller plus loin dans notre action face à la violence croissante de certains mineurs. Les réponses judiciaires doivent gagner en efficacité, en rapidité et en lisibilité. L'État doit assumer pleinement son autorité tout en renforçant les moyens alloués à la justice des mineurs. Le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires, la parole est à Madame Martine Froger. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les récentes violences ont révélé une délinquance juvénile plus visible, parfois plus violente, suscitant une réelle inquiétude dans la société. Face à cette situation, il est naturel de réagir. On ne peut ni banaliser ni rester passif. Mais réagir ne doit pas signifier céder à la précipitation en se laissant guider par l'émotion du moment ou la pression de l'opinion. Une réforme de la justice des mineurs, parce qu'elle touche à des vies en construction, ne peut répondre à l'urgence politique. Elle doit reposer sur des faits solides et préserver l'équilibre entre sanctions et accompagnement qui est au cœur de notre droit.
C'est précisément cet équilibre que votre proposition de loi met en danger. Si nous comprenons les objectifs de cette loi, nous ne pouvons approuver les moyens retenus qui tendent vers une réponse presque exclusivement répressive. Certes, les chiffres peuvent impressionner. 169 000 mineurs impliqués dans des affaires traitées par les parquets, dont environ 30 000 condamnés au pénal. Mais permettez-moi de replacer ces données dans leur contexte. Cela ne représente que 2,5% des jeunes de 10 à 17 ans. La délinquance des mineurs reste donc contenue et c'est un fait essentiel qu'il faut rappeler face à la tentation du discours alarmiste. Car derrière cette proposition, je vois un glissement, une logique du tout répressif qui oublie les piliers fondamentaux de la justice pénale des mineurs. Où sont les dispositifs d'accompagnement? Où sont les mesures de prévention, de soutien à l'insertion, de protection? Cette absence est une faille majeure de votre texte. La sanction seule ne saurait suffire. La réponse pénale doit être équilibrée. Sanctionner, oui, mais aussi accompagner pour prévenir la récidive, pour reconstruire, pour réinsérer. C'est cela la philosophie de la justice des mineurs depuis l'ordonnance de 1945, constamment réaffirmée. La justice n'est pas qu'une machine à punir, elle est aussi un outil de reconstruction. Et j'en viens à la question des parents que cette proposition de loi veut responsabiliser. Là encore, oui, il faut agir car l'implication parentale est souvent déterminante dans le parcours de ces jeunes. Mais au lieu de préconiser des mesures éducatives, vous rétablissez et aggravez même une amende civile en cas d'absence du parent pour la porter jusqu'à 7 500 €. Une sanction qui frappera avant tout les plus précaires, ceux qui sont déjà en difficulté. C'est une double peine sociale. Tous les professionnels que vous avez auditionnés l'ont dit, cette mesure est inadaptée, contre-productive. Nous devons accompagner ces familles fragilisées, pas les sanctionner, au risque de les accabler davantage. Nous devons proposer des solutions plus humaines. Enfin, je tiens à exprimer mes plus vives inquiétudes face aux atteintes que ce texte porte aux principes fondamentaux de la justice des mineurs. Le rétablissement de la comparution immédiate en est une illustration. Si je comprends le besoin d'une justice plus réactive, cela ne peut se faire au détriment des droits des jeunes. Malgré les ajustements apportés en CMP, limitation aux mineurs de 16 ans et maintien du consentement assisté, cette mesure reste à mes yeux largement symbolique, inopérante et porteuse de risques. L'article 5 qui revient sur le principe d'atténuation des peines est encore plus problématique. La CMP a fait le choix d'inverser la logique actuelle de notre droit. Elle a prévu que par principe, l'excuse de minorité ne s'appliquerait plus aux mineurs de 16-18 ans en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans de prison commis en récidive. Il aurait été préférable que cette remise en cause de l'excuse de minorité soit limitée aux faits les plus graves, atteinte volontaire à la vie, viol ou agression sexuelle par exemple. Vous introduisez là une rupture, une remise en cause d'un principe fondamental de notre justice, celui selon lequel un mineur n'est pas un adulte et ne doit pas être jugé comme tel. Par ailleurs, nous ne comprenons pas cette précipitation. Cette réforme survient 3 ans à peine après l'entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs qui a déjà renforcé la répression. Pourquoi ne pas attendre son évaluation? Pourquoi légiférer à nouveau si vite, sans bilan, sans recul? En vérité, ce dont la justice des mineurs a besoin, ce n'est pas d'un texte de plus. Ce sont des moyens pour la protection de l'enfance, pour l'éducation, pour la prévention, des personnels formés, disponibles, d'éducateurs, de psychologues, d'assistants sociaux, de présence humaine. Car ce n'est pas en durcissant les peines que l'on répondra aux racines de la délinquance des mineurs. Celle-ci s'appelle précarité, déscolarisation, maltraitance, souffrance familiale. Ce sont ces problèmes qu'il faut traiter si nous voulons vraiment changer les choses. Mes chers collègues, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. L'État doit redevenir un guide, un tuteur, un appui pour leur avenir. C'est cela notre responsabilité collective. Et c'est à l'aune de cette exigence que nous devons nous prononcer sur cette PPL. Le vote du groupe Lyot est partagé. À titre personnel, je voterai contre cette PPL. Merci. Merci, chers collègues. Avant de donner la parole aux 2 derniers orateurs inscrits, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public sur la proposition de loi telle qu'elle résulte du texte de la commission mixte paritaire. Je fais d'ores et déjà annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, la parole est à Madame Elsa Fossillon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, dans l'ordonnance du 2 février 1945 sont reconnus 2 principes qui sont au fondement de notre système de justice des mineurs.
Je parle de la spécificité de l'enfance et de la primauté de l'éducatif sur le répressif. Et le texte que aujourd'hui nous finissons d'examiner, eh bien, il bafoue l'un et l'autre de ces principes, et c'est sous couvert d'autorité qu'il s'inscrit parfaitement dans la continuité d'une dérive réactionnaire. Chez vous, en fait, quand on parle d'éducatif, c'est comme si on parlait d'excuses ou de laxisme, alors même que c'est bien cette primauté à l'éducatif qui a fait ses preuves pour lutter contre une criminalité qui était particulièrement haute en 1945. Non pas qu'elle n'existe plus aujourd'hui, mais malheureusement, les effets du détricotage des principes de l'ordonnance 45 contribuent aujourd'hui à cette nouvelle hausse. Alors que la justice des mineurs devrait accompagner, réparer, réhabiliter, vous érigez la répression comme principe cardinal de cette justice, avec comme unique finalité de punir, et surtout de punir le plus vite et le plus durement possible, sans juger finalement de la pertinence. Et puis, évidemment, nos débats ont été émaillés de faits divers pour permettre de justifier ce texte, alors même que les articles contenus dans ce texte ne traitaient absolument pas ni des causes ni des effets de ces faits divers. Aujourd'hui, c'est la moitié des mineurs condamnés qui récidivent dans les 2 ans. Et ce que je constate, c'est que c'est alors que le principe de primauté de l'éducatif sur le punitif qui a été piétiné ces dernières années que ce niveau de récidive est aujourd'hui présent. C'est un constat qui est donc alarmant, mais qui n'est pas celui du manque de sévérité, mais bien d'un manque d'accompagnement socio-éducatif et de moyens justement pour les accompagner. Et d'ailleurs, dernier épisode en date, on a vu la volonté... C'est un texte qui porte sur l'éducatif. Je vous invite à donner une bonne image de notre Assemblée en écoutant l'oratrice, s'il vous plaît. Qui porte sur l'éducatif, Monsieur le Président. Et dernier épisode en date, c'était la volonté de l'auteur même de ce texte, Monsieur Attal, qui, alors qu'il était Premier ministre d'un gouvernement démissionnaire, entendait supprimer des postes dans la protection judiciaire de la jeunesse, alors que ces éducateurs, éducatrices sont des piliers dans la réinsertion et dans la lutte contre la récidive. Mais ce n'est pas tout. Avec ce texte, vous faites de l'adolescent un adulte miniature, ce qui relève d'une profonde méconnaissance de ce qui est la spécificité justement de la jeunesse et du développement affectif et psychologique des jeunes. Dès à présent et avec cette loi, les juridictions devront justifier l'usage de l'atténuation de responsabilité pour les adolescents de 16 à 18 ans. Il devient désormais donc nécessaire de prouver juste la pertinence du respect d'un principe constitutionnel. J'espère évidemment que notre recours au Conseil constitutionnel passera par là. Et puis, il y a cette fameuse comparution immédiate pour les mineurs, alors même que nous savons les conséquences dramatiques de la comparution immédiate. C'est une mesure répressive d'exception qui n'en est d'ailleurs plus une. La comparution immédiate, elle multiplie par 8 la probabilité d'un emprisonnement ferme par rapport à une audience classique de jugement, et 70% des peines sont des peines de prison ferme. Donc nous allons envoyer plus de jeunes en prison pour des faits qui aujourd'hui ne les y conduisaient pas, ou moins. Le système pénitentiaire actuel est en crise et il est donc ici question d'y envoyer à la chaîne des adolescents qui au contraire auraient besoin de plus d'accompagnement. Vous dites aussi vouloir responsabiliser les parents. En réalité, vous n'allez faire qu'enfoncer les familles dans plus de précarité sans jamais regarder comment les difficultés sociales et économiques auxquelles ces familles sont confrontées pourraient être elles aussi accompagnées. Mais si vous souhaitez à ce point forcer le trait de l'autoritarisme, ayez au moins les moyens de vos ambitions. Les prisons françaises sont déjà surpeuplées, insalubres et parfois inhumaines. Où souhaitez-vous incarcérer ces jeunes? Avec quels moyens? Avec quel personnel? Alors même qu'un jeune est resté isolé dans un quartier majeur pendant plusieurs semaines. À défaut de réforme du système pénitentiaire ou du moins d'une hausse considérable et nécessaire des moyens, vous obstinez à faire passer des mesures toutes plus réactionnaires, et ça alors même que
et des professionnels de justice sont vent debout depuis des semaines contre ce texte. Ce texte n'a en aucun cas la volonté de répondre efficacement aux enjeux de la justice des mineurs. Il n'est pas une réforme, mais une abdication, un abandon de nos jeunes au profit d'une logique de stigmatisation, de punition et de peur. Cette loi se fiche et de la justice et des mineurs. Elle est celle d'un agenda politique égoïste et évidemment, nous voterons contre. Merci, chers collègues. Je vous invite, mes chers collègues, à écouter le dernier orateur du groupe UDR, M. Olivier Feïssa. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, chers collègues. Protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, telle est la mission grave et nécessaire que nous donne le Code civil, lequel élève l'autorité parentale au rang de principe cardinal. L'article 371-1 ne se contente pas d'en faire un droit accordé aux parents, il en fait une charge sacrée qui les engage tout entiers. Ce devoir s'inscrit dans la double exigence de la morale et de la loi et consiste à élever non des êtres soumis au chaos de leurs instincts, mais des citoyens éclairés, respectueux des autres, des institutions et de la cité elle-même. L'autorité parentale n'est pas un privilège, elle est une charge. Elle n'accorde pas un pouvoir, elle impose une responsabilité. Elle est ce lien juridique et moral par lequel se transmettent les valeurs fondamentales de notre société. Or, cette charge imprescriptible se trouve aujourd'hui minée à l'heure où l'apprentissage des règles élémentaires de la vie en commun semble faiblir dans bien des foyers. En 2023, le ministère de la Justice fit état d'un chiffre glaçant. 179 000 affaires impliquant des mineurs furent recensées, parmi lesquels près de la moitié concernaient des adolescents de 16 à 17 ans et 40% des jeunes de 13 à 15 ans. Beaucoup furent impliqués dans des faits de violence volontaire, de vols aggravés, de recel et dans une proportion non négligeable de violences sexuelles. Ce n'est plus une série d'affaires isolées, c'est un symptôme social. Ces jeunes doivent-ils être les seuls à répondre des actes qu'ils commettent, alors même qu'ils sont bien souvent aussi les produits tragiques d'une éducation coupable? Est-il juste que la société les sanctionne sans interroger la responsabilité de ceux qui, les premiers, avaient le devoir de transmettre le goût du bien, la conscience de la loi, le respect de l'autre? Il ne s'agit pas de nier la part de responsabilité du mineur. S'il vous plaît, si vous voulez écouter l'orateur par courtoisie. Oui, c'est intéressant en plus. Il ne s'agit pas de nier la part de responsabilité du mineur, elle est bien réelle et elle doit être reconnue. Mais il est temps de rappeler que la responsabilité parentale n'est pas un mot creux. Il faut que la loi s'adresse non seulement à l'enfant qui transgresse, mais aussi à l'adulte qui a failli. Cette proposition n'est pas sans rappeler plusieurs propositions de loi déposées par Éric Ciotti depuis février 2015, portant notamment sur le contrat de responsabilité parentale et la lutte contre les comportements irrespectueux des valeurs fondamentales de la République à l'école. La présente proposition de loi entend donc renouer avec l'esprit de cohérence qui devrait toujours guider la norme. Elle prévoit que la négligence parentale, lorsqu'elle est à l'origine d'infractions répétées, puisse être reconnue comme circonstance aggravante. Elle envisage d'instaurer une amende civile à l'encontre des parents qui refuseraient de se présenter aux audiences impliquant leur enfant. Et enfin, elle propose que les mineurs de plus de 16 ans puissent, dans certaines circonstances, comparaître immédiatement et que l'atténuation des responsabilités pénales puisse être écartée en cas de récidive légale. Il ne s'agit pas de transférer une culpabilité sur les seuls parents, mais de reconnaître que le lien éducatif est la clé de voûte de toute société. À l'aune de tous ces éléments, le groupe UDR votera donc pour cette proposition de loi, mais en pleine conscience de ses limites et en déplorant son instrumentalisation excessive quant à la réalité des évolutions proposées. Nous notons notamment une difficulté avec l'article 7, une mesure de nature à alourdir encore le droit pénal des mineurs et à entraîner une complexification, voire une absence de mise en détention provisoire de mineurs particulièrement dangereux pour le seul motif d'une absence de remise d'un rapport. Je me permets par ailleurs de regretter qu'une aggravation ou une application stricte de l'article 227-21 du Code pénal ne soit pas abordée dans ce texte. Pour mémoire, cet article dispose « Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ». Nous devons responsabiliser les parents défaillants, mais aussi sanctionner plus lourdement les parents complices et les commanditaires.
La sanction doit être plus dissuasive afin d'empêcher que la protection des mineurs ne serve les intérêts des criminels. Il s'agit cependant en grande partie d'une codification à droit constant, par exemple s'agissant de la responsabilité des parents ou d'un simple renforcement textuel. La possibilité d'écarter l'excuse de minorité pour les mineurs de 16 ans étant par exemple déjà prévue par le Code de justice pénale des mineurs, avec un effet d'affichage quelque peu excessif donc. Il ne faut pas abuser les Français, cette loi aura peu d'effets concrets substantiels. Et il faudra à terme avoir le courage, au-delà de la communication et de l'affichage, de se consacrer à une véritable refonte de la responsabilité pénale des mineurs, qui serait effectivement de nature à stopper le cycle de violences terribles liées notamment au trafic de stupéfiants impliquant des mineurs. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous en venons au texte de la commission mixte paritaire. Conformément à l'article 113 alinéa 3 du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi. En fait, sur l'amendement qui est présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour cet amendement numéro 1. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Le gouvernement n'apporte pas d'amendement de fond à ce texte, mais seulement un amendement de coordination entre l'alinéa 12 et l'alinéa 13 de l'article 4 bis de cette PPL. À l'alinéa 12, le mot premièrement est remplacé par le mot deuxièmement. Et dans ce deuxièmement, après la première occurrence du mot délit, la fin de l'alinéa est ainsi rédigée, mentionnée aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du Code pénal, ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à 10 ans d'emprisonnement. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission, il est favorable. Je mets aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix maintenant la proposition de loi telle qu'elle est issue de la commission mixte paritaire, modifiée par l'amendement qui vient d'être adopté. Je vous invite à regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 536, exprimés 528, majorité 265, pour 341, contre 187. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Voilà pour ce vote. La proposition de loi de Gabriel Attal pour durcir la justice des mineurs est donc adoptée. 341 voix pour, 187 contre, sans les voix de la gauche. Donc, socialistes et écologistes ont promis de saisir le Conseil constitutionnel sur ce texte. Après un ultime vote du Sénat, le texte pourra être promulgué. La séance est levée. À très bientôt sur LCP pour un autre moment parlementaire.